Bonjour, c'est Stéphane Diagana, ancien athlète, 400 mètres haies, ancien recordman d'Europe, de 1995 jusqu'à 2019 et 2 fois champion du monde, une fois sur 400 mètres haies, c'était en 1997, et une fois sur 4 fois 400 mètres, c'était en 2003. Bienvenue sur le podcast d'Athlètes mondiaux. Salut tout le monde, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Athlètes mondiaux, le podcast 100% athlète qui donne la parole à des athlètes du monde entier. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Stéphane Diagana, champion du monde du 400 haies en 97 et du 4x4 en 2003. Dans cet épisode, j'ai bien sûr voulu que Stéphane nous parle de sa carrière, mais aussi qu'il nous donne son point de vue de consultant sur l'athlète d'aujourd'hui. Vous verrez que c'est un épisode un peu différent des autres, mais j'espère qu'il vous plaira. J'ai conscience que beaucoup de sujets n'ont pas été abordés, mais ça me donnera une bonne excuse pour réinviter Stéphane. Pour info, nous avons enregistré l'épisode fin 2022. Bonne écoute. Bonjour Stéphane, merci d'avoir accepté mon invitation. J'ai posté un petit sondage sur Athlètes mondiaux il y a quelques semaines pour demander aux gens qui étaient leurs athlètes préférés et je peux te dire que ton nom est revenu très souvent. Je ne sais pas si tu en as conscience, mais les gens t'aiment. C'est sympa, ça fait plaisir, ça fait plaisir. Bah, j'ai un peu conscience de ça quand quand je croise des personnes dans la rue, leurs témoignages, ça va au-delà du palmarès, et c'est toujours sympa, ouais. C'est peut-être aussi lié à ton activité de consultant qui fait qu'on continue à te voir à la Oui, télé. bien sûr. C'est évident. C'est sûr que aujourd'hui, quand on arrête dans la rue, c'est pour parler de quand j'étais athlète, et puis aussi pour les commentaires que je peux faire sur France Télévisions dans les grands rendez-vous de l'équipe de France. Et justement, pourquoi tu avais choisi France Télévisions? Parce que je pense que tu avais été sollicité par Canal+ aussi. Oui, j'ai été sollicité après l'arrêt de ma carrière en 2004 dans la préparation des Jeux d'Athènes. J'ai dit que je pourrais pas participer aux Jeux d'Athènes sur blessure. J'ai été contacté 2-3 jours après par Canal+ et quelques jours après par France Télévisions. Et puis en fait, c'est vrai que j'ai été tenté par Canal+ parce que ils avaient une approche très technique de l'athlétisme, en essayant vraiment d'expliquer. Je me rappelle les premières caméras Guépard, c'était eux en fait qui faisaient des sortes de bonhommes de fil de fer. Maintenant, ça peut paraître presque archaïque avec les moyens qu'on a, mais c'était très avant-gardiste. Et c'est vrai qu'il y avait cette culture-là, et moi, ça me convenait bien. Et donc j'ai hésité, et en même temps quand j'ai eu la proposition de France Télévisions et qu'ils étaient ouverts aussi à amener un petit peu plus d'éléments de compréhension technique dans la discipline sans trop entrer dans les choses incompréhensibles pour le grand public, je me suis dit, bah tiens, c'est une belle occasion finalement de partager aussi ce que j'aime dans ce sport, toutes ces dimensions, au-delà de toutes les dimensions émotionnelles, mais toutes les dimensions techniques, tactiques, tout ce qui est entraînement, physiologie, biomécanique aussi, qui sont des disciplines qui m'ont toujours intéressé. Et je me suis dit, si on peut faire un peu de vulgarisation autour de ça et toucher beaucoup plus de personnes, ça me plaira, et c'était possible. Donc la porte s'est ouverte de ce côté-là aussi pour France Télévisions. Mais comment tu sais ce que tu peux dire pour être compréhensible par le plus grand nombre? Parce que dans les gens qui regardent, il y a peut-être des gens qui ont jamais regardé l'athlète avant, et puis d'autres qui, à l'inverse, sont coach ou athlètes eux-mêmes. Comment tu sais comment doser? Ah bah c'est toujours un équilibre compliqué à trouver. Bon, il y a le rôle du journaliste qui est là pour animer, qui est là aussi pour donner des éléments d'information journalistiques, hein. Et puis le rôle du consultant, il est un petit peu sur des éléments journalistiques parce que parler d'un athlète, de son parcours, c'est du journalisme, hein, aussi, c'est le travail du journaliste. Sauf que quand on est dans l'athlétisme, et je le dis souvent, si on compte 20 disciplines chez les hommes, 20 disciplines chez les femmes, et si on fait x3, ça fait 120 personnes qu'il faut suivre. Donc le travail de journalisme est très très lourd. Donc le consultant, il doit aussi épauler le journaliste sur ce travail-là. Et là, on parle que des 3 meilleurs, hein, qui sont pas en général les 3 qu'on va retrouver sur le podium. Donc le consultant, il a sans doute un rôle un petit peu plus large en athlétisme, et un rôle journalistique. Mais après, effectivement, c'est tous les éléments dont j'ai parlé. Et là, comment savoir? C'est les retours que l'on a en général d'informations, et les retours que peut avoir la chaîne aussi sur le commentaire. Donc vraiment, c'est dans une idée très très pédagogique pour que les gens deviennent un petit peu plus experts, et quand ils sont plus experts, ils se sentent plus intelligents dans la compréhension de ce qui se passe, et donc plus impliqués, plus investis, et souvent il y a plus de plaisir à regarder. Euh, et c'est très variable d'une personne à l'autre. Là, certaines personnes, elles vont regarder que par le côté émotionnel, vivre l'événement que dans sa dimension émotionnelle, et d'autres ont besoin aussi d'avoir cette approche un petit peu plus
je dirais, dans la compréhension des mécanismes de la performance. Et c'est ce que j'essaye d'amener aussi. Tu dirais que tu es le même consultant qu'à tes débuts ou tu as changé un peu ta façon de faire? Je pense que j'ai évolué, j'ai évolué au fur et à mesure. Je pense que j'étais peut-être dans une vision un peu trop technique au début, et au fur et à mesure, j'ai essayé de garder ça, mais de l'amener différemment. Et puis, je suis entré dans l'équipe un petit peu plus. Au début, on est consultant, on est un petit peu sur le côté. J'ai compris que j'avais un rôle de journaliste d'une certaine façon, sans être journaliste, dans le fait de raconter les parcours aussi, et que c'était important, que c'était mon rôle quand j'avais des informations à donner de ce côté-là, et que je devais aller en chercher aussi. Donc voilà, je suis sorti du côté purement technique, et du coup, c'est peut-être un peu plus fluide aussi dans le fonctionnement avec les journalistes. Tu t'intéressais déjà à beaucoup de disciplines avant de devenir consultant si t'aimes la thé de façon générale, mais commenter, c'est autre chose. Oui, oui, je me suis toujours intéressé à l'athlétisme, à toutes les disciplines, hein. J'ai pratiqué toutes les disciplines quand j'étais petit, quand j'ai commencé. Donc voilà, j'ai toujours eu cet intérêt, et une fois de plus, j'ai un profil de formation dans les sciences. Donc j'ai toujours regardé les disciplines avec cette dimension-là. Donc ça a facilité le fait que je puisse être opérationnel assez tôt pour parler d'athlétisme sous l'angle de la physiologie et de la biomécanique, parce que j'ai une formation dans ce domaine-là. Le 400 mètres haies, en plus, et le 400 mètres se trouve vraiment à un carrefour en matière de physiologie, Ouais. entre la puissance du sprinter anaérobie à lactique, et puis l'aérobie. Nous, on est dans ce carrefour, et on a besoin quand même une grosse capacité aérobie, quoi, une grosse puissance aérobie surtout. Et puis, on a besoin de l'explosivité du sprinter, et notre filière, voilà, c'est l'anaérobie lactique, mais il n'y a pas que ça, quoi, dans la performance du 400 mètres. Donc, ça m'a intéressé dans l'entraînement, ça m'a fait m'intéresser à toutes les filières énergétiques. Et puis, la dimension biomécanique, voilà, la physique m'a toujours. C'est un sport mécanique. Oui. Quand on parle des sports mécaniques, on pense à une voiture, à une moto, mais l'athlétisme est un sport éminemment mécanique. Mhm. Et comment c'était à Munich cet été, de retourner à Munich 20 ans après, le titre européen? C'était particulier? Ouais, ouais, c'était particulier, forcément. Ouais, c'était pas mal d'émotions, parce que c'était un moment de ma carrière important sur le plan sportif et puis sur le plan personnel. Je venais d'être Ouais. papa quand je suis arrivé là-bas, donc de revoir les images en plus, et de voir certaines images, parce que j'ai vu qu'il y a certaines séquences, mais là le montage était plus long. Il y en avait que j'avais jamais vu. C'est vrai que c'était un moment touchant. Ouais. Alors en préparant l'interview, je me suis rendu compte que tu sortais souvent des citations quasi philosophiques dans tes interviews, et Ah, je voulais te faire réagir à une d'entre elles. Tu as le droit de me dire que tu n'es plus d'accord avec toi-même éventuellement, ouais. mais c'était par rapport à l'apport du sport. Tu avais dit s'entraîner tout un bout de sa vie pour partir d'un point et revenir au même, parce que c'est ça un 400 mètres en y ajoutant des haies tous les 35 mètres. Ça n'a pas beaucoup de sens en soi, mais c'est ce que ça permet d'apprendre qui est important. Donc est-ce que tu es toujours d'accord avec toi-même déjà? Ah oui, Et bien est-ce que sûr. tu peux nous dire ce que t'as apporté le sport de façon générale? Oui, bien sûr, bien sûr. Il y a dans beaucoup d'engagements, il peut y avoir de la futilité. Si on regarde la finalité, par contre, ce que ça exige en termes de développement personnel, bien souvent, on va trouver des points communs, que ce soit dans l'engagement pour la futilité d'un 400 mètres haies, comme je le disais, et particulièrement cette discipline, on revient au même point, quoi. C'est Ouais. grave. Mais, mais après, voilà, c'est l'apprentissage sur soi, l'apprentissage dans la relation à l'autre, la compréhension de beaucoup de choses qui paraissent antinomiques, en fait, euh, de paradoxes qu'il faut réussir à résoudre, ou d'oppositions qu'il faut réconcilier. C'est plein de choses qui m'ont formé. Si j'avais pas cherché à exceller dans ce domaine-là, alors peut-être que j'aurais pu le faire ailleurs, mais en tout cas, je crois que la quête de l'excellence, elle, même si la finalité est celle-là, je pense qu'elle vous construit. Elle vous construit, quel que soit le domaine. Elle vous fait apprendre des choses de manière très claire, pas de manière théorique, mais de manière pratique, avec du vécu, avec des moments difficiles, des moments plus heureux. Mais quand je parle des paradoxes, par exemple, c'est celui de l'ego et de l'humilité. C'est-à-dire que vous ne Mm. pouvez pas devenir champion du monde sans avoir l'ego de pouvoir vous dire oui, c'est possible. Et c'est quelque chose de très fort, mais en même temps, il faut l'humilité de savoir que ça passe par beaucoup de travail, et que la victoire d'un jour, si on recourt la course le lendemain, c'est pas sûr que
ce soit une victoire à nouveau. Donc, tout ça, je pense souvent au doute et à la confiance. Le doute, c'est indispensable. Si vous voulez être dans une démarche d'excellence, la remise en question, c'est bien le doute. Remettre en question des choses que l'on peut faire. Et en même temps, dans les starting blocks, si vous n'avez pas la confiance en vous. Donc, c'est les choses qui sont positives, mais qui doivent s'exprimer à des moments différents. Et tout ça, c'est le sport qui me l'a appris. Je n'aurais jamais appris, je pense, assis sur une chaise sur les bancs de l'école ou de l'université, mais en faisant des années de plus que ce que j'ai fait. Donc voilà, c'est pour ça que je résumais ça par cette formule-là. Heureusement que ça a du sens, et puis le sens, il va au-delà de ça, il va par des témoignages, il va par le bonheur qu'on peut apporter aux gens, et puis ce que peuvent faire les gens de votre parcours, en fait. Vous n'imaginez pas, moi j'ai reçu des lettres de personnes qui étaient dans une difficulté face à la maladie en 1996, quand moi j'étais dans la difficulté sportivement, puisque j'ai pas pu défendre mes chances sur blessure aux Jeux d'Atlanta, qui est probablement l'année où j'avais le plus de chances de pouvoir faire une médaille ou aller chercher un titre olympique, vu ce que j'avais fait en 95. Et des gens qui me disent, après en 97, en me voyant gagner, j'ai eu un cancer dans la même période que vous, et je me bats contre le cancer, et ça me donne l'énergie de montrer qu'il faut pas baisser les bras, qu'il faut se battre. Donc, vous voyez, c'est d'une futilité quand on s'entraîne tous les jours, Ouais. mais ça a une force symbolique, en fait. Et les symboles sont souvent futiles, mais souvent puissants. Donc, futiles si on les regarde en tant que tels, juste, sans regarder la portée qu'ils peuvent avoir. Et donc voilà, c'est dans ce sens-là que j'ai dit cette phrase, avec toutes ces dimensions-là, et personnelles, et par rapport à ce que ça peut vouloir signifier pour d'autres. Mais ce rôle qu'on peut avoir pour les autres, ça met une pression aussi, de se dire qu'on doit gagner, qu'on doit être à la hauteur de ce qu'attendent les gens qui nous soutiennent. Alors, le devoir de gagner, je l'ai vécu une fois et j'ai perdu. Ah. Donc après, j'ai toujours soigné l'envie de gagner Mhm. et essayé de faire dominer l'envie sur le devoir. C'est ce qu'on dit, c'est le jeu sur l'enjeu. C'est pas toujours simple, mais la seule fois où je me suis dit tu dois gagner, j'ai perdu, c'était en 94 au championnat d'Europe, euh, alors que alors que je venais d'être numéro 1 européen l'année d'avant, puisque j'étais 4e au championnat du monde en 1993 à Stuttgart, mais devant moi il y avait Kevin Young, Samuel Matete et Winthrop Graham, donc que des noms européens. Mhm. Je pense que c'est de là que je me suis mis en tête le devoir de gagner, et ce qui n'est pas mon énergie. Donc une fois que je l'ai compris, une fois que j'ai disséqué cet échec de 94, eh bien, je me suis organisé pour voir les choses différemment, et pour jamais être dans le devoir. Donc on a envie de faire plaisir, c'est sûr, à son coach, à sa famille, à ses supporters, à la France, mais ça passe d'abord par l'envie de le faire plus que par le devoir, pour moi, qui peut vous amener à regarder, je dirais, la compétition sous le mauvais angle, en fait, sous l'angle du résultat plus que sous l'angle de la compétition en elle-même et de ce que vous avez à faire sur le terrain pour pouvoir aller chercher ce résultat. Tu avais aussi parfois la pression des sponsors, ou ça a moins été un problème? Alors, j'ai moins ressenti la pression, non, j'ai pas ressenti la pression des sponsors. J'ai vraiment des attentes, on sait, on signe un contrat, mais ils savent aussi voilà, la fragilité, hein, du sport. Donc du coup, non, c'est plus. Je l'ai pas senti parce que voilà, je me suis toujours engagé au maximum de ce que je pouvais faire sur le terrain et hors du terrain, dans la réflexion et dans l'action. Donc, du coup, moi, non, je me dis, voilà, je vais donner le maximum, et puis après, le résultat sera ce qui sera. Et puis, les conséquences seront ce qu'elles sont. Si un partenaire veut plus poursuivre avec moi, voilà, je poursuivrai plus avec lui. Il y en aura peut-être un autre ou pas, et puis je prendrai les décisions qui s'imposent. Et si à un moment mes résultats ne sont plus assez bons, c'est normal que je n'ai plus de partenaire, et dans ce cas, je penserai à autre chose, je reprendrai mes études. Voilà. Donc, quand j'ai mis entre parenthèses mes études et que j'ai arrêté mes études après un bac+2, c'était vraiment dans cet état d'esprit-là. Je me mets à fond maintenant dans l'athlé, j'ai un diplôme, et si ça se passe pas bien, je reprends mes études et je laisse l'athlé de côté. Tu l'as dit tout à l'heure dans l'introduction, tu as eu le record d'Europe pendant 24 ans. À partir de quand tu as su que c'est Karsten Warholm qui allait te le prendre? À partir de quand tu t'es dit, ce Norvégien... Ah, très vite, je l'ai dit à Patrick Montel, je dis ce sera lui qui battra. Et je me rappelle que quand il a couru 47-33, je me rappelle où j'étais, la première fois qu'il a battu le record.
Et j'ai eu pas mal de journalistes, je dis, oulala, il ne va pas s'arrêter là. Alors de là à courir 45-94, j'aurais pas dit à ce moment-là 45-94, parce que là, on est dans une Mm. dimension qui était complètement inenvisageable en 2019 encore. Mais bon, je savais qu'il le battrait plusieurs fois et qu'il descendrait sous les 47, ou en tout cas qu'il se rapprocherait d'un tout petit 47 à minima, quoi. J'avais entendu Kevin Young, l'ancien détenteur du record du monde, dire que pour lui, Alison Dos Santos était encore plus l'avenir du 4H que Karsten Warholm. Je sais pas trop pourquoi il disait ça, mais t'en penses quoi, toi? C'est difficile. C'est sûr que Karsten, je pense qu'il a donné beaucoup déjà, hein. Ça fait un moment qu'il est sur le circuit. Il commence à se blesser. Et avec son parcours, c'est pas une surprise. Je lui souhaite de pouvoir trouver des solutions. Mais avec l'âge et le parcours qu'il a derrière lui, hein, il était déjà à doubler 400 et sur des championnats d'Europe espoir. Donc ça sollicite, même s'il est très très solide. Et c'est ça qui est impressionnant, c'est que avec ses courses, niveau d'intensité, être aussi solide qu'il l'a été jusque-là, c'était déjà impressionnant. Là, on l'a vu se blesser à Rabat l'année dernière sur sa première course. Il a réussi à redresser la barre, mais ça a été une saison compliquée. Donc, il va peut-être falloir qu'il aménage ses entraînements aussi. Dos Santos est plus jeune, dans la discipline et en âge. Euh, donc effectivement, c'est pas idiot. Moi, je pense que Ray Benjamin peut aussi être celui-là. Je pense qu'il a pris un peu de retard parce que sur les conseils de Kevin Young, il a exprimé, il a choisi de partir plus lentement à un moment dans sa carrière. Et je pense que ça lui a fait prendre du retard. Mhm. Parce que quand il a été obligé de partir vite aux Jeux Olympiques, parce qu'il n'avait pas le choix face à Karsten Warhol, on ne revient pas sur Karsten Warhol si on n'essaye pas de partir vite. Il l'a fait, mais ce jour-là, il est parti presque 7-8 dixièmes à mi-course, plus vite qu'il l'avait fait au championnat des États-Unis. Et donc ça a été une découverte. Ce qui fait que malgré tout, il fait un super chrono, mais il coince un petit peu dans la dernière ligne droite parce que c'était un rythme complètement nouveau pour lui. Mais s'il travaille sur ce rythme-là et s'il en fait, je dirais, sa norme, je pense qu'il a une marge de progression très très importante parce que voilà, c'est quelqu'un qui court très vite sur le plat, qui va courir moins de 44. Hein, et je me rappelle en début de saison, avec Michael Norman, il avait tenu jusqu'à l'entrée, je ne sais plus si c'est la saison 2021, peut-être 2021 ou 2000, je ne sais plus quelle saison, mais il l'avait tenu jusqu'à l'entrée de la ligne droite sur une course de rentrée où Michael Norman était passé sous les 44 et lui avait couru 44-31, son record début de saison. Donc je pense que c'est quelqu'un qui peut courir 43-80 et donc 43-80 avec un savoir-faire sur les haies. Je pense que c'est aussi Dos Santos, oui, mais si Benjamin fait les choses comme il faut, je pense qu'il a un potentiel énorme pour courir moins de 46 lui aussi sur 400 haies. Je pensais que Kéron Clément à l'époque serait celui-là, puisqu'il a couru, il avait battu le record du monde de Michael Johnson en salle. C'est pas un coureur de 400 haies. Il ne sent pas l'intervalle, il a toujours eu des difficultés à bien juger, et ça l'a pénalisé, ça l'a fait courir vite, être champion du monde, mais pas suffisamment pour battre le record du monde de Kevin Young, alors qu'il en avait le potentiel physiologique, mais c'est pas un coureur de 400 haies au final. Ok. Là, je suppose qu'aussi l'émulation entre les trois médaillés de Tokyo doit aussi... Ray Benjamin n'aurait sans doute pas fait ce chrono-là s'il n'y avait pas eu Karsten en face. Et c'est quelque chose que... Toi, à ton époque, t'avais aussi... t'estimes qu'à certains moments, les adversaires t'ont poussé dans tes retranchements, ils t'ont permis de faire des choses dont tu ne pensais pas capable? Ah oui, oui, bien sûr. De toute façon, que ce soit sur la piste ou hors de la piste, les adversaires, comme je dis, sont mes meilleurs amis à partir du moment où ils respectent les règles du jeu. Euh, Mes meilleurs amis parce qu'ils m'ont permis d'atteindre le niveau qui était le mien, mais aussi de développer, je dirais, des ressources personnelles. Donc aujourd'hui, ça me sert encore. Donc l'investissement de ma TT sur la piste ou d'Eric Atkins ou plus tard de Félix Sanchez, ça a fait aussi de moi ce que je suis aujourd'hui. Donc je les remercierai jamais assez. Tu pensais à eux à l'entraînement? Parce qu'on entend parfois des athlètes dire, ah, quand ça va pas, je pense à l'adversaire qui est en train de s'entraîner. Je me dis, si lui, il s'entraîne, je dois m'entraîner aussi. Ou pas vraiment, toi? Très ponctuellement. Je me rappelle de certaines séances de côte où je me dis, là, j'ai mis les pieds où d'autres les mettront probablement pas en termes d'engagement, et ça fera, voilà, ça fera le travail. En tout cas, moi, j'ai fait le taf. Donc, mais c'était Mhm. très ponctuel. Je n'étais pas centré vraiment là-dessus.
Je voulais aussi qu'on parle de ta collaboration avec Fernand Hurtebise, Ouais. parce que ça a été ton seul coach dans toute ta carrière. Alors non, j'ai eu 3 coachs en fait. J'ai commencé, j'avais 10 ans, donc je suis resté jusqu'à 16 ans à peu près avec le même coach. Et puis, ouais, même 17 ans, ouais, 17 ans, 7 ans le même coach. Et puis après, je suis resté 2-3 ans avec un autre coach dans un changement de club. Et puis après, voilà, j'ai rencontré Fernand à 19 ans, euh, jusqu'à la fin de ma carrière, oui, 35 ans. Il avait comme assistant Franck Chevalier, qui a été DTN ensuite, qui était coureur de 110 mètres haies. Donc il s'occupait un peu de nous la première année quand je suis arrivé notamment, de nous des jeunes qui arrivent dans le groupe. Et donc voilà, oui, mais c'est Fernand qui m'a accompagné sur toutes mes années à l'INSEP, à haut niveau. Mais c'est assez rare une collaboration aussi longue. Oui, oui, c'est assez rare, oui, c'est sûr. Ouais. Comment tu l'expliques? C'est vos personnalités respectives? Je pense, alors, comment j'explique parce que c'était un bon coach, hein. Je reste pas 16 ans avec Oui. quelqu'un qui est, voilà, non, je pense que c'était un très bon coach, l'un des meilleurs, hein. Comme je le dis, j'ai été pendant 24 ans recordman d'Europe et j'ai jamais été recordman de mon groupe d'entraînement. Donc, puisque quand je suis entré en 88 à l'INSEP, il revenait des Jeux de Séoul et il entraînait Amadou Diaba qui venait de courir 47-23 et d'être vice-champion olympique. Donc voilà, dans le groupe, je sais pas combien il y a eu de titres de champion de France sur la discipline, et puis sur d'autres disciplines, il entraînait Daniel Sangouma, Jean-Charles Troabal, tous les deux qui ont couru 20-20 sur 200. Donc maintenant, ça paraît pas banal comme perf, mais bon, ça paraît quand même une perf plus de haut niveau international. Mais avant, avec ça, oui, vous étiez finaliste au championnat du monde. Euh, et puis d'autres athlètes qui ont été, voilà, ils ont été recordman du monde, co-recordman du monde du 4x100. D'autres athlètes qui ont fait les finales olympiques. Donc voilà, c'est d'abord un très très bon coach qui connaît la discipline, mais je pense que s'il a été très bon coach, c'est ce qu'il connaît les hommes et les femmes et comment voilà, les faire avancer tout en ne sacrifiant pas, je dirais, sur l'autel de la performance, le développement de leur personnalité et leur avenir. Voilà. Donc moi très vite, j'ai compris, en fait, il m'a expliqué le projet très clairement, et très vite j'ai compris que que je ne réussirais pas, mais que ce serait avec ce coach. Voilà. Ok. Voilà. Très vite, je me suis dit non, c'est quelqu'un qui connaît, l'approche me paraît cohérente, c'est bon, j'y vais, je m'engage et c'est ce qu'il me faut. Voilà. Donc, tant dans la relation que dans le contenu. Et donc ça veut dire que si ça avait pas marché, tu n'aurais pas considéré que c'était de sa faute à lui. Non, non, j'avais vraiment une forte conviction de me dire que je pourrais tirer le meilleur de moi-même dans cette collaboration. Non, vraiment très tôt, je me suis dit non, ça, non, parce qu'en fait, ça pouvait pas être sa faute dans la mesure où il y a toujours une place pour l'échange et que la vision de l'entraînement qu'il me proposait, c'était celle qui me paraissait la plus cohérente sur le plan intellectuel. Donc, voilà, partir de la puissance et travailler mon déficit de vitesse comme base en fait, comme socle, et développer pour développer la vitesse, faire le travail de musculation qui est approprié pour avoir une résistance à l'impact au sol. Ça me paraissait, je voyais bien que j'avais des appuis un peu longs au sol et que c'était mon déficit en vitesse. C'était pas la force de mes quadriceps mais c'était ma résistance à l'impact. C'était pas un problème physiologique puisque une fin de course sur 200 mètres pour moi ça posait pas de problème. J'étais déjà typé coureur de 400, donc c'était plus la puissance qu'il fallait construire pour moi. Euh, et ensuite développer l'endurance de puissance dans un deuxième temps avec une stratégie d'entraînement bien définie. Donc tout ça me paraissait cohérent. Et puis en plus, quand vous regardez un grand coureur de 400 aujourd'hui, c'est un grand coureur de 200 avant tout. Et un grand coureur de 200, c'est un grand coureur de 100. Donc c'est pas l'inverse. Même si on regarde sur d'autres disciplines où carrément là on a un changement de filière, malgré tout, quand on passe du 400 au 800, on n'est pas sur la même filière énergétique dominante. Mais malgré tout, Rudy Cha, s'il est capable de faire ce qu'il fait, c'est parce qu'il court 45-50 et pas 47 aux 400 mètres. Nigel Amos, qui voulait même, on va prendre Emmanuel Corrir plutôt que Nigel Amos comme exemple, mais Corrir, voilà, c'est quelqu'un qui court 44-20, 44-60, quoi. Moins de 45 aux 400. Et ça traduit aussi une qualité d'appui, ça traduit une économie de course, ça traduit plein de choses. Et puis après, bien sûr, ce sont des athlètes qui ont un système aérobie voilà, qui est celui du coureur de 8. Mais voilà, un grand marathonien, c'est d'abord un grand semi-marathonien. C'est toujours la distance en dessous qui fait la force.
c'est pas parce que vous êtes un grand coureur de 800 que vous êtes un bon coureur de 4. C'est parce que vous êtes un bon coureur de 4 que vous êtes un grand coureur de 800. Mhm. Ouais. Le projet extra-sportif des études, c'est aussi Fernand Hurtubise qui t'a incité à le mener en parallèle? Alors oui, en fait, bon, moi c'était une évidence pour moi, hein. Je rentre dans l'athlé, mais je veux dire, même j'aurais fait du foot, c'était pareil. Pour moi, j'aurais cherché à poursuivre mes études le plus longtemps possible parce que bon, on connaît la fragilité du parcours. Et donc, pour moi, c'était une évidence. Mais pour Fernand aussi, c'était à la fois un devoir, donc par responsabilité, parce que, comme je le disais, il ne voulait pas sacrifier sur l'autel de la performance des parcours de vie de jeunes qu'on lui confiait. Donc, il fallait trouver une solution pour avancer sur les deux fronts. Et en même temps, je pense qu'au-delà de la dimension responsabilité, il était assez convaincu que c'était une source d'équilibre favorable à la performance. Donc, c'était à la fois pour après et pour pendant. Ok. Parce que, voilà, pour lui, le niveau d'éducation, à la fois permet un échange plus riche entre l'athlète et l'entraîneur, mais aussi permet de limiter la pression du résultat, justement le devoir de réussite. Mm. Quand vous êtes avec rien à côté, et on sait très bien que j'ai eu l'occasion de travailler pendant plusieurs années en tant que membre de l'Agence mondiale antidopage, et c'est une position que j'ai tenue. Plus on facilitera dans les parcours le double projet, à minima hein, de formation, plus on luttera contre le dopage aussi. Parce que quand vous avez rien à côté, vous devez réussir. Vous ne savez rien faire d'autre, vous êtes convaincu que vous ne savez rien faire d'autre, vous devez réussir. Et donc, quand vous êtes en difficulté, vous êtes plus potentiellement victime, victime, oui, potentiellement une cible pour des gens qui veulent vous vendre des produits qui vous permettront d'être performants de manière artificielle. Et on le voit bien d'ailleurs si on regarde les profils, même dans une histoire récente en France, on voit que ce sont des gens souvent qui n'ont que l'athlétisme, Ok. bien souvent. Pas que, hein, mais bien souvent, ce sont des gens qui, et j'en ai connu, hein, pas forcément du dopage lourd, mais un peu aux abois, je suis blessé, je vais pas pouvoir faire tel championnat du monde, je vais essayer de trouver quelque chose sur Internet pour cicatriser plus vite, et puis dans ce quelque chose sur Internet pour cicatriser plus vite, bah, il y a des produits interdits, parce que c'est acheté voilà, sur la jungle d'Internet. Donc, Mm. certains qui ont été contrôlés positifs de cette façon. Et là, l'entourage joue un rôle aussi important. Oui, oui, bien sûr. Mais l'entourage à tout niveau, hein, c'est l'entraîneur, et ce sont les fédérations. D'un sport à l'autre, la vision sur le double projet n'est pas la même parce qu'il y a une pression de réussite. On a 2024 qui arrive, il y a des attentes de médailles. Et donc, on peut imaginer que cette pression-là, elle s'exerce à tous les niveaux, sur les fédérations et les fédérations sur les coachs. Et que le discours de dire fais du 100% sport peut avoir le vent en poupe en ce moment parce qu'il y a un besoin de médailles attendues. Donc, c'est quelque chose qui est à surveiller. Et toi qui as connu Paris 2003, même si c'était entre guillemets que des mondiaux, tu as peut-être quand même ressenti cette pression de devoir faire des résultats parce que c'était à domicile. Comment tu penses que les Français vont vivre les Jeux de Paris 2024? Parce que pour certains, ça sera peut-être un bonus, ça va les galvaniser, mais pour d'autres, ça sera peut-être une pression tellement forte qu'ils vont perdre leurs moyens. Oui, ça va être très, très variable d'une personne à l'autre, hein, du devoir à l'envie. Voilà, Et puis certains dans le devoir réussiront parce que c'est puissant aussi. Hein, à long terme, c'est compliqué, mais à court terme, ça peut marcher. Mais ce qu'il faut, c'est être aligné et bien vivre ce moment-là. Si on est capable d'y aller avec le devoir chevillé au corps et que ce soit une force, eh bien, il faut. Mais si on est en décalage, il faut essayer de travailler pour que ce soit l'envie qui domine. Moi, je me souviens en 2003 à Paris, bon, j'étais dans des situations difficiles en termes de préparation sur le plan individuel. J'ai pas réussi à me qualifier pour la finale d'ailleurs. Mais c'était plus l'envie qui dominait avec le relais et peut-être le devoir un peu plus sur le 400 mètres haies parce que je me sentais en décalage entre mes moyens et puis ce, ce, cet objectif d'être sur le podium à minima. Donc à titre personnel, ça a été un petit peu compliqué. Donc il faut travailler ça. Il faut travailler ça. Bon, j'ai fait mon meilleur temps là-bas en demi-finale, mais ça n'a pas suffi parce que ma préparation avait été trop handicapée. Mais c'est vrai que c'était très différent du relais. Bon, le relais, c'est toujours différent. On est à 4, on divise la pression par 4 et on multiplie le bonheur à l'arrivée par 4. Donc, sur la ligne d'arrivée, parce que voilà, on partage tout de suite avec ses partenaires. Mais voilà, non, je pense que ça va être beaucoup de pression pour certains.
et que ça va soit transcender, soit au contraire inhiber. C'est tout Ouais. comme ça. Et tu parles aussi beaucoup du thème du sport santé, notamment à l'école. Je t'avais entendu dire dans une interview qu'à une époque, un prof pensait que ta pratique sportive allait être un problème pour tes études. C'était à quel niveau? En quelle classe? C'est en terminale. Tu penses C'est que en ça a terminale. changé, Ouais. ça? Ou il y a encore des profs qui pensent ça? Oula, il y en a beaucoup qui pensent ça encore. Ouais, ouais à tous les niveaux, j'en rencontre aujourd'hui. On a du mal à avancer à ce niveau-là. On n'a pas cette culture qui est très répandue dans les milieux, dans les pays anglo-saxons, cette culture qui comprend que tout ne s'apprend pas assis sur une Mm. chaise. Donc que l'on peut apprendre en faisant de la danse, en faisant du théâtre, en faisant de la peinture, en faisant du sport, oui, même le sport, qu'on peut apprendre des choses qu'on n'apprendra jamais, même si on multiplie les heures assis sur une chaise. Et ça c'est très très difficile, et particulièrement pour le sport, parce que autant quand on parle de danse, de théâtre, c'est la culture, donc on a un regard en France plutôt plus positif que sur le sport. Euh, Même si ça change un peu, mais oui, oui, c'était un prof qui m'avait voilà, fait comprendre. Il voulait que je fasse une prépa en mathématiques. Et moi, c'était pas mon projet. Puis je pense que j'en avais pas ni l'envie, ni les moyens. Mais lui était convaincu que si je travaillais plus, que j'arrêtais le sport. Et donc, oui, il m'a dit, il faudra être sérieux. Je dis, bah oui, oui, je travaille. Je peux travailler un peu plus, mais non, non, mais c'est pas ça. Je l'imagine bien que vous travaillez, mais on m'a dit que vous faisiez du sport. Voilà, faudrait être sérieux, on m'a dit que je faisais du sport. Voilà. Donc voilà, Mm. c'est résumé. Ouais. C'est résumé. Et sur le thème du sport santé, qu'est-ce qu'on peut faire selon toi? À l'école ou après? Bah, c'est un chantier très très important, mais je pense il faut absolument améliorer le lien entre le temps scolaire et le temps périscolaire déjà, pour ne pas empêcher ceux qui sont engagés dans une pratique sportive associative de la poursuivre à partir de l'entrée au collège. Parce que c'est souvent là que ça se complique, c'est là qu'on voit la pyramide des âges dans toutes les fédérations. Hein, c'est en croissance jusqu'à 10-11 ans, et qu'à partir de l'entrée au collège, on perd des effectifs dans toutes les fédérations. Surtout chez les filles, non? Il n'y a pas une différence? Chez les filles, mais chez les garçons, c'est pareil. Ce qu'il y a, c'est que c'est plus développé à tous les âges chez les garçons. Et puis, mais à part, je dirais, si on regarde les courbes d'effectifs vers 10-11 ans, il y a plus de licenciés sportifs de 10-11 ans en France que d'enfants de 10-11 ans. Parce qu'ils sont parfois doublement licenciés. Ok. Et donc, voilà. Et puis, à partir de 11 ans, bah, ça se réduit vraiment de manière très importante pour se stabiliser sur la pratique licenciée jusqu'à 23-24 ans. Donc, déjà, ne pas empêcher les gamins de poursuivre en licence. Et puis après, développer bien sûr le sport scolaire plus qu'il ne l'est aujourd'hui, et à tous les âges, parce que c'est vital aujourd'hui. C'est vital, c'est une question de santé publique. L'éducation physique et sportive, c'est une question de santé publique. Le rapport au corps, la place du mouvement dans le vivant et dans la santé, c'est quelque chose. Donc dans les programmes, on a des cours sur la respiration, sur le système cardiovasculaire, mais à un moment, il faut expliquer en quoi le mouvement est, je dirais, central dans notre fonctionnement, et dans quoi l'absence de mouvement est centrale dans les dysfonctionnements qu'on observe aujourd'hui, métaboliques, même sur le fonctionnement du cerveau. On sait que le mouvement a un rôle très très important sur certaines zones du cerveau. Donc, plus que le sport, hein, c'est l'activité physique. Mhm. Mais le sport est un vecteur d'activité physique, donc il faut s'en servir, bien sûr. Mais je pense que oui, déjà mieux articuler le temps scolaire, le temps périscolaire, déjà ça permettra aux enfants qui sont déjà engagés de poursuivre et de continuer, avec des cours qui s'arrêtent bien plus tôt et des programmes qui sont revus. Hein. Je veux dire, dans d'autres pays, les cours s'arrêtent à 15h30, hein, aux Pays-Bas, 15h30, vous avez fini les cours, donc vous pouvez pratiquer d'autres activités à côté. Ils ne sont pas moins bons, moins bien formés, et je ne parle pas des pays nordiques ou scandinaves. Donc on doit revoir cette volonté de continuer à essayer d'apprendre à des élèves qui ne peuvent plus apprendre à partir d'un certain temps, ils ne peuvent plus emmagasiner. Les études le montrent, et on s'entête à avoir des volumes de cours qui sont complètement aberrants par rapport à ce que nous dit la science sur la capacité d'apprentissage. Ton rôle dans le cadre de Paris 2024, c'est quoi exactement? Je suis à la commission des athlètes qui est présidée par Martin Fourcade. Donc, voilà, on travaille sur tous les sujets qui concernent l'expérience athlète, en particulier
au village, mais pas que, sur les transports. Et donc, le rôle en fait de la commission des athlètes, il est double. Hein. Il est à la fois, il émane du CIO, puisque c'est obligatoire d'avoir une commission des athlètes dans un COJO, dans le comité d'organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques. Et ce rôle, c'est de veiller à ce que la promesse qui a été faite en matière de service aux athlètes dans la globalité des aspects et d'expérience olympique ou paralympique soit respectée. Et que quand il y a des changements, parce qu'il y a toujours des changements avec des sites qui sont déplacés, vous avez vu, avec sans arrêt, voir comment ça impacte l'expérience athlète et comment on peut trouver des solutions pour qu'il n'y ait pas d'impact, minimiser cet impact au mieux pour les athlètes. Donc ça, c'est vraiment la mission qui vient du CIO. Et puis après, il y a une autre mission qui est plus propre au COJO, qui est plus à la mobilisation, soutien à la mobilisation autour des Jeux Olympiques de la population française. Donc être présent sur des opérations de soutien et de travail sur la dimension héritage aussi. Okay. Tu portes quel regard sur l'évolution de l'athlète, le fait que parfois certaines structures cherchent à innover. Je parle même pas des chaussures, là, je parle plutôt des formats en Diamond League ou des choses comme ça. Ouais. T'en penses quoi de tout ça? Si on parlait de politique, je parlerais de mesurette, en fait. On essaye de trouver des solutions pour maintenir l'attractivité de l'athlète, l'audience, à coup de mesurette, avec des petites innovations qui vont être sympas, avec le lièvre lumineux pour les records. On va essayer de changer le format en enlevant des essais ou en faisant la finale sur le dernier essai, mais ce qui est aberrant, parce que vous pourriez avoir quelqu'un qui bat un record du monde dans un meeting et puis qui est pas champion qui est pas vainqueur du meeting à la fin parce que au dernier essai. Donc je veux dire, ça a ni queue ni tête. Il y a des choses qui sont sympas, hein. La wave light, voilà, la wave light, c'est ce que je cherchais pour la wave light, c'est ça. Mais on s'attaque pas au fond du problème, et le fond du problème, c'est l'illisibilité du circuit international, parce que en fait, on est sur un système d'invitation. Et je pense que c'est le principal problème. On est sur un système d'invitation qui est complètement anarchique, pas encadré du tout par World Athletics. Hein. Chaque organisateur de meeting invite à peu près qui il veut. Et le symptôme de ça, c'est de voir la domination qu'a pu avoir Usain Bolt pendant 10 ans sur le sprint, sur 100 mètres, et de voir qu'il n'a gagné la Diamond League qu'une seule fois, pas sur 100 mètres. Parce qu'en fait, il n'a pris part à la Diamond League qu'une fois. Et quand vous avez l'emblème de votre sport qui snobe le circuit qui est censé être le plus développé, vous pouvez vous dire qu'il y a un problème. Et pourquoi il y avait ce problème? Parce que il y avait la possibilité d'aller courir à Ostrava, de prendre la moitié du budget du plateau pour Usain Bolt et après d'en faire un petit meeting national. Voilà. Et puis, du coup, c'est plus intéressant que d'aller 2 jours plus tard à Zurich ou à Lausanne. Et donc, tout ça, c'est pas cadré. Et il y a des sports qui ont connu ces difficultés-là. Le tennis a connu ces difficultés-là. J'ai eu l'occasion d'en parler avec des gens qui ont des positions assez haut placées dans le tennis au niveau national ou international. Ils disent, nous, on a eu ce problème-là, on l'a réglé. Donc, ce système, tant qu'il est comme ça, on ne pourra pas créer des figures. On ne pourra pas, si vous avez un 100 mètres dans un meeting Diamond League et 3 jours après, un autre 100 mètres ou 4 jours après, avec 3 personnes qui étaient dans le précédent et 5 nouveaux et que vous n'arrêtez pas de changer, comment vous pouvez créer des figures pour le grand public? Et là, je vous parle du 100 mètres qui est la discipline qui est sans doute la plus médiatique, mais c'est vrai pour le disque, c'est vrai pour n'importe quelle discipline. Il faut qu'on ait une récurrence de nos meilleurs athlètes avec une première division de meeting, et ce sont tout le temps les mêmes qui viennent, tous les 15 jours. On ne comprendrait pas que Verstappen ne soit pas venu parce qu'il allait faire un autre circuit que la Formule 1 et Hamilton ne soit pas là non plus parce qu'il est... Non, ils sont toujours là, on a tout le temps les mêmes acteurs, et c'est ça qui permet d'identifier, c'est ça qui permet de créer des visages pour le sport. Et c'est ça qui permettra d'augmenter l'audience et d'augmenter les revenus et de donner de la valeur aussi à des performances. En lancer du disque, en lancer du poids, dans des disciplines qui sont un petit peu moins médiatiques, parce que on aura une récurrence et parce que on aura quelque chose qui a du sens. Et pour moi, plutôt que d'être vainqueur de la Diamond League, si on était vainqueur d'une Coupe du Monde de son épreuve, vainqueur de la Coupe du Monde du 100 mètres, et puis une année, on fait le doublé Coupe du Monde, Championnat du Monde, on marque des points de manière lisible, comme en Formule 1, pour moi, ce serait beaucoup plus clair. Donc c'est soit l'une des visions du développement avec une Ligue 1 de 15 meetings, une première ligue, je dirais, une Golden League, une Diamond League, on va dire, de 15 meetings répartis sur l'année, comme c'est le cas pour le top 16,
et puis une deuxième pour 17 à 32, et, euh, et avec un circuit de montée-descente, mais une vraie lisibilité. Pour moi, c'est la seule solution de sortir l'athlétisme de là où il est. Parce qu'aujourd'hui, sinon, on va retomber dans les travers. J'étais sur un meeting à Cologne en 95, et déjà le verre était dans la pomme, parce qu'on essayait de trouver un moyen d'attirer de l'audience, mais de manière, je dirais, dangereuse pour le sport, qui était le record du monde. C'est-à-dire, on montait des meetings autour du record du monde. Et j'avais participé à ce meeting de Lausanne. Je crois que tout le podium du 400 mètres haies, on était sous les 48 secondes. En 95, c'était pas mal. Je crois qu'Oker Brits avait sauté 6,03. Je crois que Allen Johnson avait couru 12,98. Et je lis un petit peu l'allemand, donc j'avais regardé la presse allemande. Meeting décevant, pas de record du monde. Et c'est là que j'ai compris qu'on était dans un système pervers qui créerait que de la déception et qui plongerait l'athlétisme là où il est, c'est-à-dire un sport qui est en perte de vitesse aujourd'hui. Donc c'est cette solution-là, avec ces deux divisions, une Diamond League et une Golden League, on pourrait dire, ou alors des équipes comme en cyclisme. Voilà. Un par équipe comme en cyclisme. Voilà. Je me dis, il y a les deux portes avec du bon et du moins bon, mais je me dis, il n'y a que ces deux visions-là que je vois pour l'avenir de l'athlétisme. Si on continue à faire comme on fait, on va bricoler des petites mesurettes, chaque meeting va essayer de tirer son épingle du jeu, mais l'athlétisme, au global, il perdra. T'imagines quoi exactement comme système par équipe? Un système par équipe avec des rendez-vous par équipe, hein, de type interclub ou Coupe d'Europe des Nations, mais par équipe avec des sponsors, comme on le fait en cyclisme, avec des rendez-vous tous les 15 jours, ou toutes les semaines, et avec un effectif pour pouvoir permettre en fait de valoriser. Ce qui est essentiel, c'est d'apporter une valeur économique à une performance sportive. Et aujourd'hui, quelqu'un qui a un record à 2,30 en 100 hauteur, c'est exceptionnel sur le plan athlétique par rapport au niveau d'entraînement, à l'engagement de joueurs qui sont en Ligue 2 de football. Je veux dire, c'est au niveau athlétique, au niveau qualité, au niveau ranking mondial, de gens qui sont capables de sauter 2,30, c'est énorme. Il y a peu de gens finalement qui sautent 2,30. Mais à ce niveau-là, vous ne pouvez pas vivre de votre sport. Parce que si votre record c'est 2,30, la plupart du temps vous allez sauter 2,25, 2,27, et à ce niveau-là, c'est très difficile de gagner sa vie de manière. Donc, il faut trouver un système où 2,30 peut avoir de la valeur. Si vous avez besoin d'avoir dans une équipe des gens, et je prends cet exemple pour la hauteur, mais je pourrais en prendre plein, vous avez besoin d'avoir des gens qui valent 2,30, ben finalement, et si vous avez 15 dans une équipe, ben il n'y a pas beaucoup de gens qui vont 2,30. Donc vous allez créer de la valeur au fur et à mesure. Et c'est ça aujourd'hui qui manque à l'athlétisme, c'est de créer de la valeur pour des performances sportives. Pour ce que fait Mélina Robert-Michon au disque, pour ce que peut faire des sauteurs à 2,30, pour quelqu'un qui court 9,98 au 100 mètres. Voilà, c'est créer de la valeur. Et pour créer de la valeur, il faut qu'on ait envie d'avoir des gens dans un système, d'engager des gens dans un système de manière pérenne, qui peut être celui, comme je vous le disais, de ce circuit Diamond League, Golden League, ou celui d'un circuit par équipe avec, là aussi, un nombre d'équipes suffisamment important. Et je pense que il y a moyen d'attirer des partenaires parce que l'athlétisme a énormément d'atouts. C'est un sport mixte, c'est un sport universel, c'est un sport qui est très regardé quand ça a du sens. Et ça a du sens quand on est sous les couleurs nationales, aux Jeux Olympiques, aux Championnats du Monde, aux Championnats d'Europe. Ça en a beaucoup moins parce qu'on ne sait pas ce qu'on regarde, on ne sait pas les enjeux quand on regarde la Diamond League aujourd'hui pour le grand public. Voilà, c'est une performance sur 100 mètres chez les hommes, ça peut être identifié par le grand public. On sait ce qui est bien, très bien, pas bien. Si on demande à des gens dans la rue, Mélina Robert-Michon au disque, combien elle lance, il y a des gens qui vont dire 80 mètres et d'autres qui vont dire 45. Peut-être qu'il y en aura qui diront 65, 66. Mais voilà, il faut donner créer de la valeur autour de la performance sportive. Aujourd'hui, on a un système qui ne crée pas de valeur pour des gens qui ont un investissement très très important dans la pratique et qui ont un niveau sportif et athlétique très très bon. Quand vous sautez 2,30, en général, si vous allez un peu jouer au basket, vous allez trouver moyen de valoriser votre performance athlétique. Et en termes de visibilité, je trouve que le système de ranking, le nouveau système, n'est pas très clair. C'est peut-être moi qui comprends pas, je sais pas. Je me dis, si moi je comprends pas comment on se qualifie pour un championnat avec le ranking, etc., je me dis, le grand public doit pas comprendre grand-chose non plus. Non, il est pas clair, il est pas bon. Pour moi, il est obscur et il est néfaste pour l'athlétisme, ce système de rankings. Surtout maintenant, parce qu'au début, c'était pour comparer les performances et avoir le meilleur athlète
Je ne sais pas si c'est nécessaire, il faut assumer qu'on est un sport avec plein de disciplines différentes. Est-ce que c'est nécessaire de comparer un lanceur de disque avec avec un sprinter ou avec un sauteur en hauteur ou un triple sauteur? Je ne sais pas. Bon, mais au moins, ça s'arrêtait à ça. Aujourd'hui, c'est devenu un moyen de qualification et de plus en plus parce que plus on remonte, plus on rend difficile les minima de qualification, plus de fait, on ouvre la porte à une qualification massive par les rankings. Or, pour se qualifier dans les rankings, il faut pouvoir accéder à de bonnes compétitions. On a plus de chances parce qu'à performance égale dans une compétition relevée et très bien notée, très bien dotée en termes de points ranking, eh bien, on va avoir plus de chances de se qualifier que celui qui fait la même performance mais dans une petite compétition. Donc, aujourd'hui, ça affaiblit, je dirais, la capacité à aller chercher des revenus pour les sportifs. Parce qu'un organisateur de meeting, qui a un gros meeting, dans la négociation, il est en position de force. Il peut dire, écoute, si tu veux pas, moi j'en ai plein qui veulent venir courir pour le ranking et avoir des points pour se qualifier au jeu. Donc du coup, si tu demandes une prime, un prize money pour participer de temps, moi je te le donne pas parce qu'il y en a un qui est au même niveau que toi, mais qui demande 2 fois moins. Donc on fragilise encore la capacité pour les athlètes, on renforce la position des organisateurs de meeting et la position des agents aussi. Je veux dire, si on a un bon agent, on va rentrer dans ces meetings plus facilement que si on n'a pas un bon agent. Donc on peut tout à fait imaginer qu'un agent dit, ah ouais, moi je te fais rentrer dans tel meeting, donc je veux un peu plus en termes de rémunération sur tes primes parce que je t'ai fait rentrer. Donc c'est en rien, en aucun cas bénéfique pour les athlètes. Et moi je trouve ça dramatique de voir que les athlètes ne réagissent pas parce qu'ils sont en train de se faire manger la laine sur le dos sans rien dire. Et, euh, et avec une injustice incroyable pour si vous êtes le meilleur athlète suisse, je donne cet exemple, mais vous avez 2 meetings Diamond League, Lausanne, et vous allez être invité probablement dans les 2 meetings Diamond League. Donc votre performance, elle va être bonifiée à 2 reprises. Donc par rapport à quelqu'un qui est dans un, je sais pas moi, qui est, je vais pas citer un exemple, mais en Namibie, il n'y a pas de meeting Diamond League, lui il va faire sa perf et puis il peut pas voyager parce qu'il n'est pas encore identifié comme un bon athlète, et à ce niveau-là, on n'invite pas, et ben lui il va devoir galérer. Donc ça crée une injustice qui est incroyable, et je suis étonné de voir qu'il n'y a pas de réaction. Alors, au sein de la commission des athlètes de World Athletics, ça me surprend parce que c'est la commission des athlètes de World Athletics, donc contester l'intérieur, c'est toujours difficile. J'ai été à la commission des athlètes de World Athletics, j'ai vu comment ça fonctionnait, j'ai vu les limites, mais de l'extérieur, je sais qu'il y a une structure qui est dirigée par Christian Taylor, mais on n'a pas vu de réaction et je ne comprends pas. Vraiment, très, très honnêtement, je ne comprends pas. Ouais. Je voulais aussi te parler de ton rôle du président du club de Nice maintenant. Oui. Tu as été sollicité ou comment ça s'est passé? Oui, j'ai été sollicité un petit peu parce que, comme dans toutes les associations, on a des dirigeants qui portent à bout de bras pendant longtemps, qui sont parfois en âge où ils veulent souffler un petit peu et avoir un peu moins de responsabilité. Et puis pour moi, c'était le bon moment parce que ça fait un moment que je suis installé maintenant du côté de Nice, donc je connais le territoire et quelques contacts maintenant sur le territoire. Mes enfants sont un peu plus âgés. Donc un peu plus autonome, et c'était le bon moment pour moi pour m'investir, j'avais envie de le faire. Et ton projet de campus sport santé, il en est où? Ça a été retardé à un moment, non? Oui, bien sûr, on est toujours bloqué par une procédure, la dernière, une procédure sur une autorisation environnementale. En fait, on a déposé un dossier qui a été validé par la préfecture, donc il y a eu un arrêté préfectoral donnant l'autorisation de mettre en œuvre le projet, et cette autorisation a été attaquée il y a plus d'un an maintenant, Okay. 1 an et demi, et on n'a toujours pas de date au tribunal administratif. Mais voilà, donc pour l'instant, c'est pas abandonné, mais on est toujours dans l'attente sur ce plan-là. Ok. J'ai bientôt terminé, je vais te laisser tranquille. Dans une interview, je t'ai entendu dire que tu avais une bibliothèque de souvenirs heureux dans la tête pour te motiver. C'était à l'époque où tu étais athlète pro, ou c'est encore maintenant quand tu vas courir dans le froid pour préparer je sais pas, les compètes auxquelles tu participes? Ouais, non, c'est encore maintenant. C'est encore maintenant. C'était, ouais, c'est encore maintenant. C'est ce qui fait que quand il fait pas beau, on dit, ah bah tiens, j'irai demain, à la différence de beaucoup de gens, cette bibliothèque, ah bah non, rappelle-toi la dernière fois que tu as dit, t'iras demain, finalement, t'y allais quand même, t'étais super content quand t'es rentré. C'est ça qui fait qu'on pratique régulièrement. C'est le plaisir qu'on y prend, bien sûr, mais c'est aussi le fait d'avoir tous ces souvenirs et de pouvoir passer ces petits caps où dans la vie, tout le monde, c'est pas facile parce qu'on a plein de priorités, on a plein de choses à gérer.
Mais pour moi, je sais à quel point ça régule mes humeurs, je sais à quel point. Donc, le lien entre mon état optimiste ou pessimiste, irritable ou au contraire zen, je sais à quel point c'est lié à ma pratique du sport, que ce soit le vélo beaucoup maintenant ou la course à pied. Et non, j'ai toujours, c'est toujours très très actif et c'est ce qui, euh, c'est ce qui me nourrit et qui me pousse à continuer. Ouais. Donc c'est pas des souvenirs liés à tes victoires, à tes records, ou c'est des choses que tout le monde Non, peut vivre en fait. ouais, ouais. Là, je fais un petit footing trail au matin, gelée blanche sur la vigne avec les couleurs dorées de la vigne, le soleil, le ciel bleu, et puis tout à coup, j'arrive dans un endroit où il y a une brume, une écharpe de brume, de la végétation, et je me suis arrêté, quoi. Je dis quel privilégié je suis, quoi. Une fois, j'ai couru avec un pote, on était pareil dans les vignes en Italie il y a pas longtemps, et j'ai vraiment la sensation d'être un privilégié, de pouvoir apprécier ces bonheurs simples, d'être seul dans le silence ou avec quelqu'un, de partager ça avec voilà, l'herbe qui craque sous les pieds, avec l'herbe givrée qui craque sous le pied, l'odeur de l'humus quand il a plu. Voilà, c'est ça cette bibliothèque de souvenirs aussi. Et puis les sensations, voilà, tout ce qui va avec. Donc c'est c'est une chance. Et j'ai été éduqué tout petit, donc c'est une chance d'avoir pris, je dirais, le sport par ce biais-là, parce que quand il n'y a plus la compétition, bah, il reste toujours tout ça. Et en fait, quand il n'y avait pas la compétition, il y avait toujours tout ça avant. Donc la compétition, pour moi, ça a été une parenthèse magnifique. Mais il m'est arrivé d'avoir des personnes qui me disent, mais tu fais du marathon, tu es allé au marathon de New York, tu as fait, je sais pas, moi, tu as fait dans les 2000 premiers sur 50 000, je sais plus combien. Mais ça n'a pas de sens par rapport à ce que tu faisais avant. Je dis, mais j'ai jamais fait, ça n'a pas été ma motivation, moi, de faire d'athlète pour être premier. Ça a été plus une conséquence qu'un objectif au départ. C'était une conséquence d'une passion de gamin, d'aimer courir, qui m'a fait progresser, et puis qui m'a donné l'opportunité d'en faire un objectif. Mais je dis souvent, j'ai jamais rêvé d'être champion du monde, jamais un seul instant. Par contre, ça a été un objectif à un moment de ma vie. Ouais, ça, c'est sûr. Mais pour ça, pour continuer à connaître ce plaisir du sport, il fallait changer de distance. Tu te serais pas vu faire du 4H au niveau master. Bah, j'aimerais bien, mais aujourd'hui, quand on me demande combien je ferais sur 400 mètres haies, je dis 120 mètres. Voilà, j'ai peur que ça pète de partout Ok. quand même, parce que j'ai fini avec des mollets quand même quand je fais de la course sur route, c'est pour ça que je fais beaucoup de vélo. Si je m'entraîne beaucoup, ça charge un peu. J'ai fini sur une blessure au mollet, et je pense que j'aurais du mal. Après, si je pouvais courir sans risque de blessure, j'en aurais fait, peut-être pas en compétition master, mais je passerais des haies de temps en temps, parce que j'adore la gestion de l'intervalle, j'adore tout ça, et ces sensations-là, mais c'est trop éprouvant pour les mollets, et je préfère ne pas prendre de risques, quoi. Il y a d'autres choses, je prends beaucoup de plaisir à vélo, à faire du triathlon, ou un peu de running de temps en temps, un 10 km ou un semi. Mais non, la compète master, c'est un peu compliqué d'envisager pour moi. Ok. Tu penses que ton accident a changé ton rapport au sport ou pas du tout? Non, non, pas du tout. Non, non, non. Non, non, j'ai juste tiré les conséquences de ce qui m'était arrivé. J'ai eu beaucoup de chance. Et puis, ce qui m'est arrivé c'est un malaise vagal en descente. Ok. Donc, ça peut arriver à cause du froid aux mains, très probablement. Donc, du coup voilà, bon, j'ai pris les mesures pour éviter que ça se reproduise. Mais non, non, ça n'a pas changé mon rapport au sport. D'accord. Et la dernière question, la question signature du podcast. La communauté s'appelle Athlètes mondiaux parce que personnellement, ce que je préfère, c'est le côté universel de l'athlète. C'est ce que j'aime le plus. Qu'est-ce que toi, Ouais. t'aimes le plus dans l'athlète? Ah ben, j'aime beaucoup le côté universel de l'athlète. J'aime beaucoup le côté mixité, et je dis souvent, c'est sans doute le sport. Alors j'aime cette expression, je la mets entre guillemets parce qu'elle a été utilisée dans des périodes un peu de manière, je dirais pas très heureuse, mais la notion de zoo humain, ça a existé malheureusement et de manière pas très heureuse, mais je dirais cette diversité, c'est un petit peu comme si on était dans la savane avec la diversité de la faune, quoi. Quand on est sur un stade, il y a des grands, des petits, il y a toutes les origines, et je pense que c'est un sport qui offre à chacun, tant sur le plan physique que psychologique, la capacité de s'exprimer. Je dis tant sur le plan physique, parce que ça c'est évident, hein, entre un coureur de demi-fond et un lanceur de poids, bon, voilà, on a compris, une lanceuse de poids. Mais sur le plan psychologique aussi, parce que la psychologie du sprinter est complètement différente de celle du marathonien ou du sauteur en hauteur, ou du perchiste ou de la perchiste. Donc, c'est ça qui est super dans le sport, dans l'athlétisme. Vraiment le Mm. sport le plus universel qui soit, il n'y a pas photo. Ouais. Tu veux rajouter quelque chose?
Non, sur ce sujet-là, non. En tant que on a abordé tous les sujets. Écoute, non. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Je sais déjà que l'épisode va être écouté. Je vois les réactions des gens quand je parle de toi, donc je sais que ça va marcher. Donc merci beaucoup. Merci Mathilde, merci de ton invitation et à bientôt. Encore un grand merci à Stéphane d'avoir accepté mon invitation. J'espère que vous avez aimé l'épisode et que de façon générale vous aimez le podcast. Si c'est le cas, vraiment, je vous le répète, vous pouvez vraiment soutenir le podcast en parlant autour de vous, sur les réseaux sociaux ou dans votre club d'athlètes. Et vous pouvez aussi laisser une évaluation sur Apple Podcast. Enfin, si vous le souhaitez, vous pouvez faire une petite contribution via le lien disponible dans les notes. À la semaine prochaine!